bonjour à tous. Alors je vais reprendre le cours. Et la semaine dernière, j'avais terminé, je crois, un petit peu rapidement par un exemple illustrant le fait qu'on peut, en affichant des images, y intégrer des opérations, enfin des transformations diverses et variées sur l'image. Bon, j'avais donné un exemple, peu importe, il vaut ce qu'il vaut. Et puis, bien sûr, il me reste encore quelques petites choses à vous raconter sur les images. Même si je ne vais pas creuser beaucoup plus. On pourrait y passer aussi beaucoup de temps, mais comme ça dépend essentiellement des besoins, je vais peut-être donner quelques informations les plus utiles pour démarrer, ou pour continuer avec les images. Bon, certes, je vous ai montré la semaine dernière comment est-ce qu'on lisait ou on écrivait des images de façon synchrone ou asynchrone, puis comment on les affichait, éventuellement associer à une transformation. On peut avoir besoin de les créer, ces images, soi-même. Hein, donc, voilà, vous pouvez avoir besoin d'une image pour dessiner dedans, et puis éventuellement, donc pas spécifiquement à l'écran, mais dans une image qui serait, j'avais envie de dire hors ligne, mais qui n'aurait pas de représentation directe à l'écran, pour faire différentes manipulations. Alors, vous avez différentes façons de créer des images. La classe BufferedImage vous permet de l'obtenir. Il y a divers constructeurs, vous pourrez regarder. La question qu'il va falloir résoudre concernant les BufferedImage, c'est le choix du type. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de types d'images différents. Qui concerne essentiellement, enfin ces types concernent essentiellement la représentation, enfin le nombre de couleurs, plutôt, ce genre de choses, ce genre d'informations. Donc bien sûr, il y a la taille de l'image elle-même, hein, mais il y a aussi le type de couleurs de palette de couleurs que vous voulez pouvoir employer. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, les couleurs, je vous ai dit, bon, bah, c'est essentiellement des entiers sur 32 bits, sachant qu'il y a trois octets qui sont réservés pour les canaux RVB, et puis un autre pour la transparence, mais il existe des images dont le type c'est spécifiquement juste RVB, donc pas de transparence. Ensuite, il y a aussi le nombre de couleurs que vous voulez choisir. C'est pas spécifiquement tout le temps un octet par canal de couleurs. Et puis il y a différents modes, donc je vais passer là-dessus parce que c'est pas le moment, mais est-ce qu'on sépare les canaux ou pas? Enfin bref, il y a des tas de façons de coder les images qui ont leurs avantages et leurs inconvénients. Donc voilà. Bon, en règle générale, le type que vous utilisez, enfin que à peu près tout le monde utilise aujourd'hui, mais il n'y a pas de nécessité à l'utiliser systématiquement, c'est le type ARGB, donc avec le canal alpha et puis RGB, les trois canaux de couleurs, le tout, chacun avec un octet, donc sur 32 bits. Bon, vous regarderez si ça vous intéresse, il y a des raisons techniques pour lesquelles sur certaines machines, c'est pas forcément le format le plus adapté, mais voilà. Et puis vous pouvez récupérer aussi des images via divers autres moyens. Donc évidemment avec BufferedImage, le problème c'est que vous choisissez un type, rien ne vous dit que c'est un type qui est très adéquat pour votre machine. Donc ça va fonctionner, hein. Quel que soit le type d'image que vous choisissez, ça va fonctionner. Le problème c'est que peut-être que dans le hardware de votre machine ne code pas du tout les images de cette manière-là. Et donc il y a forcément un transcodage qui sera appliqué, dynamique ou pas, peu importe, mais il y a un transcodage qui risque de ralentir les choses. Donc si vous voulez obtenir des images dont vous êtes certain que ça correspond à quelque chose de plutôt natif sur votre machine, donc un format qui est raisonnablement supporté du point de vue efficacité sur votre machine, alors vous pouvez soit récupérer une image depuis un composant, soit récupérer une image depuis la configuration graphique. Graphics Configuration, c'est une classe qui représente justement la configuration graphique de votre machine. Donc on peut faire des choses comme ça. Alors quand vous avez une image, en fait, quelle qu'elle soit, hein, eh bien vous pouvez dessiner dedans. Donc c'est bien une feuille, au même titre qu'un composant, c'est une feuille, il y a une méthode Paint qui est appelée avec un getGraphics, et puis le système va se débrouiller pour faire en sorte que le graphics représente la bonne destination de vos dessins. Et si votre destination de dessin, la destination que vous souhaitez, c'est une image,
eh bien en fait, vous avez à chaque image associé un graphics correspondant. Bon, c'est utile pour ce qu'on appelle une technique qui est le double buffering. Qui consiste à quoi? Bah, le problème, c'est que vous voyez, quand vous faites la mise à jour de vos dessins, donc si vous implémentez, vous voyez, la méthode Paint ou Paint Component, peu importe, mais disons, la méthode Paint Component pour un composant, c'est une méthode qui est utilisée pour le système, de sorte que, quand le système a besoin de connaître l'image ou le dessin final de ce composant, il va l'interroger via la méthode Paint. Le dessin final de ce composant peut être quelque chose de compliqué à obtenir. Ce n'est pas forcément une simple image à afficher. Si vous songez à un logiciel qui permet de dessiner à la souris quelque chose, donc il y a plein de façons de faire, hein, mais une technique naïve ou élémentaire, ça va être de quoi? De suivre tous les mouvements de la souris. Je crois qu'il y aura un exemple qui viendra plus tard. Hein, de suivre tous les mouvements de la souris, les enregistrer dans une structure de données, peu importe. Et puis à chaque fois quand le système a besoin de redessiner le composant, eh bien vous allez redessiner tous les mouvements de la souris que vous aviez préalablement enregistrés. Bien sûr, si le nombre de mouvements de souris est important, à chaque fois que le système a besoin de réafficher le composant, bah, vous allez réafficher tous les mouvements de souris qui peuvent être éventuellement des milliers. Donc vous allez avoir un effet assez désagréable, hein, c'est qu'évidemment, plus vous allez dessiner de choses sur l'écran ou sur votre composant, et plus ça va prendre du temps à réafficher. Donc ça, c'est quand même un peu problématique. Hein. Donc une autre technique qui est assez standard, bah, c'est simplement que les dessins, vous n'allez jamais les faire directement à l'écran. Vous allez simplement utiliser donc la technique du double buffer, qui est quoi? Bah, simplement, vous allez dessiner sur un brouillon, par exemple. Donc ça va être une image qui n'a pas de représentation directe à l'écran. Hein. Donc tous les mouvements de la souris, vous allez non pas les enregistrer, mais réaliser le dessin sur une feuille qui a exactement la taille de votre composant. Donc vous dessinez tranquillement là-dedans. Et puis quand le système souhaite connaître la représentation à l'écran du composant, eh bien, vous faites simplement une photo de votre image et vous la dupliquez directement dans le composant. Bien sûr, ça a un coût, mais le coût est toujours le même, et donc on contrôle mieux ce qui se produit. Donc c'est ça le double buffer. Vous avez à la fois le buffer du composant, c'est ça qu'on veut dire, et puis vous avez de l'autre côté un buffer qui représente vraiment le composant, et qui serait, disons, caché. Donc c'est assez standard, notamment quand on va faire de l'animation ou ce genre de choses, ou de la vidéo, enfin, bref. Voilà. Alors, l'autre question qu'on peut se poser sur les images, c'est la question de, ok, j'ai une image et puis je voudrais analyser cette image. C'est-à-dire, là j'ai plein de méthodes pour faire des dessins dedans, je récupère un graphique, je fais des draws, des fils, etc. Je peux prendre cette image, la projeter dans n'importe quelle autre via aussi une méthode draw, donc dans un composant, etc. La question c'est que j'ai une image et j'aimerais bien regarder, tiens, quelle est la couleur du pixel en coordonnées 100 et 123. Hein. Et alors vous n'allez pas trouver directement évidemment de méthode dans la classe image pour faire ça. Hein, c'est un peu surprenant, mais... la raison est que le codage justement de l'image vous est caché. Hein, la classe image est une classe, enfin, est un concept relativement abstrait et qui vous cache évidemment ces histoires de représentation. Hein, vous les chargez, peu importe si c'est du JPEG, ça se charge, vous vous préoccupez pas de savoir quel est l'algorithme à appliquer, il y a toutes les couches nécessaires et les bibliothèques nécessaires pour réaliser l'opération. Donc on ne vous donne pas accès aux structures de données, une image, vous ne savez pas comment elle est représentée. Si vous voulez vraiment le faire, eh bien vous avez des classes qui sont adaptées pour ça. Donc il y a essentiellement deux choses que vous pouvez utiliser. Alors d'abord, peut-être la plus simple, c'est que si vous avez à votre disposition une buffer d'image, c'est en général les images qu'on manipule hein, quand on fait des images offline, eh bien vous avez des méthodes getRGB et setRGB. Hein, qui ne sont pas forcément les plus efficaces parce qu'évidemment c'est toujours pareil, ça peut opérer un transcodage puisque vous ne maîtrisez pas forcément le bon codage pour la bonne représentation en termes de données pour les buffers d'image. Donc disons pour les petites lectures et modifications, ça va bien. Hein. Si vous souhaitez vraiment faire des opérations compliquées
numérique sur les images, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut s'y prendre, vous allez avoir des problèmes de performance. Bon, ça marchera, bien entendu, hein. Vous pouvez lire et modifier un pixel de l'image, mais c'est pas le plus adapté. Alors, vous avez peut-être l'intermédiaire, c'est une classe qui s'appelle Pixel Grabber, qui vous permet de récupérer, en fait, des sous-ensembles de pixels de l'image, et qui vous les récupère dans un format assez simple, que vous pouvez modifier et manipuler à votre guise. Donc ça, c'est déjà un peu mieux. Et puis, vous avez l'arme ultime, qui est le raster, et là, qui vous permet de modifier directement, en fait, les données de l'image. Alors là, évidemment, ça suppose que vous sachiez exactement comment les images sont représentées en termes de structure de données dans la mémoire. Donc c'est le plus efficace, mais malheureusement, évidemment, enfin malheureusement, c'est le plus difficile à manipuler. Donc voilà, hein, je ne vais pas insister plus lourdement là-dessus. Normalement, selon vos besoins, vous avez, disons, de quoi pouvoir détricoter la pelote pour réaliser ce que vous souhaitez. Alors, il y a d'autres choses qui peuvent être utiles. Notamment la question de l'impression. Alors, on verra différentes choses à ce sujet un petit peu plus tard aussi. Mais ce qu'il faut comprendre de l'impression, c'est que en fait, c'est exactement la même chose qu'un dessin. Hein, je vous ai dit, graphique, c'est une classe qui abstrait complètement la destination des dessins. Donc, vous avez des graphics qui vous sont transmis lors d'appel à la méthode Paint ou Paint Component ou Paint Border ou Paint je sais pas quoi, Paint Children. Et ce graphique, il représente la destination finale, enfin finale entre guillemets, à l'écran de votre dessin. Pour les images, vous voyez qu'à chaque image aussi, j'ai un graphique qui permet de dessiner. Il se manipule de la même manière que n'importe quel autre graphique, mais simplement la destination, c'est une image qui n'a pas de représentation directe à l'écran, hein, un objet abstrait. Bon, alors pour imprimer, si vous avez besoin d'imprimer, il va se passer la même chose. Imprimer, ça consiste simplement à réaliser des dessins dans un graphics, et le graphics, il représentera l'abstraction correspondant à la feuille sur laquelle vous allez imprimer. Alors je dis ça, la feuille, c'est pas forcément une impression physique, puisque vous savez bien qu'il y a des systèmes sur lesquels, quand on fait print, on peut en fait imprimer dans un fichier PDF, par exemple. Donc tout ça est complètement abstrait. Alors comment est-ce qu'on réalise une impression? En fait, c'est assez facile, hein. La classe principale qui vous permet de réaliser une impression, c'est la classe PrinterJob, hein, qui vous permet de modifier les différentes caractéristiques du travail d'impression. Bon, là, il y a des paramètres divers et variés, mais bon. Donc, peut-être les deux méthodes, encore que cette job name n'est pas non plus le plus essentiel, mais vous pouvez fournir un nom, en fait, au job. Hein, vous savez bien que quand vous... Enfin, vous savez bien, j'espère que... Enfin, quand vous imprimez, vous êtes peut-être rendu compte que dans les fils d'impression, il y a un nom qui est associé à chaque travail d'impression. Hein. Vous pouvez être très nombreux à imprimer. Comme imprimer, c'est une opération qui est non négligeable en termes de temps, eh bien, on va avoir des fils d'impression, et puis on a des outils pour gérer cette file d'impression, supprimer des jobs qu'on ne veut plus, ou je ne sais pas quoi. Donc on peut les nommer. En général, le nom du job ou du travail d'impression, c'est le nom du fichier, mais il n'y a pas de nécessité à ça. Hein. Ça se paramètre. Et donc, vous avez une méthode pour modifier le nom du job, hein, le nom du travail, tel qu'il apparaîtra dans la file d'impression de votre système, si votre système gère correctement les noms de job fournis par la machine Java. Et puis, associé à ce PrinterJob, vous allez avoir en fait un printable, donc un objet qui peut être imprimable. Donc par défaut, il y a des choses qui sont imprimables et d'autres qui ne le sont pas. Et si vous voulez imprimer quelque chose, eh bien, il faut que ce soit un printable, et vous associez à ce travail d'impression quel est l'objet que vous voulez imprimer. D'accord ? Alors, quand vous avez un PrinterJob, il y a de quoi obtenir aussi, en général, si vous déclenchez une impression, c'est pas juste print. En fait, quand vous descendez, en général, ça se fait à travers un menu. Quand vous descendez le menu correspondant et que vous sélectionnez print,
vous allez avoir un menu de configuration associé, hein, quelle est l'imprimante sur laquelle vous voulez imprimer, hein, vous voyez bien de quoi je parle. Et pour faire apparaître cet objet-là, bah, c'est le print dialogue qui fait ça. Et puis print, bah, c'est quand vous avez enfin nécessité de réaliser effectivement le travail d'impression tel qu'il a été configuré, c'est-à-dire après lui avoir associé éventuellement un nom, un printable, etc. Eh bien, vous allez pouvoir déclencher l'impression effective via print. D'accord? Alors, regardons ce que c'est qu'un printable, puisqu'en fait c'est ça qui est utile si vous voulez imprimer un composant, quel qu'il soit, pas nécessairement un composant d'ailleurs, hein, peu importe l'objet, hein, mais la plupart du temps ce sont des composants graphiques qu'on cherche à imprimer. Eh bien, l'interface printable, vous voyez, elle a une méthode print, et qui, sans surprise, reçoit un graphics. Alors, il y a d'autres petites choses qu'on reçoit. Effectivement, donc, le rôle de cette méthode print, hein, c'est exactement le rôle de la méthode paint. Simplement, c'est pour à destination d'une impression, disons. Et puis, vous avez ici simplement deux paramètres supplémentaires, hein, qui sont le format de la page et puis un entier qui est la page à générer. Alors, l'autre différence aussi, c'est que cette méthode retourne aussi une valeur. Alors, le graphique, il n'y a aucun problème, c'est vraiment le graphique sur lequel vous pouvez réaliser le dessin qui sera imprimé. La différence avec Paint, évidemment, c'est que quand on fait une impression, cette impression, elle peut être multipage. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a plusieurs dessins à fournir. Et donc, il y a une espèce de petit protocole qui est un petit peu différent. Et le protocole est le suivant. Quand vous cherchez à imprimer, eh bien, le système va dire, OK, bah, dessinez-moi la page 0 ou la page 1, je pense que c'est 0, je crois, le premier chiffre. Dessinez-moi la page 0. Alors, vous allez dessiner la page 0. Puis ensuite, si vous lui fournissez un dessin pour la page 0, il va vous dire, OK, bah, donnez-moi la page 1. Et puis, vous continuez comme ça. Et simplement, celui qui décide quand il n'y a plus de page, c'est votre propre code. C'est-à-dire, ça se fait en fonction de la valeur de retour de votre méthode print. Donc, tant que vous renvoyez page exist, ça veut dire que normalement, vous avez réalisé un dessin dans le graphics, et puis que cette page-là, effectivement, a une existence. Quand vous décidez qu'il n'y a plus de page à fournir, hein, qu'il n'y a plus de page à imprimer, eh bien, vous devez renvoyer no such page. OK? Alors, à chaque fois qu'on vous appelle print, enfin, à chaque fois que le système d'impression appelle print, il transmet ici le numéro de la page qu'il souhaite imprimer. Faites attention, il y a des cas dans lesquels, c'est un peu surprenant l'impression, mais il y a des cas dans lesquels les numéros ici ne sont pas systématiquement dans l'ordre attendu. Hein. Vous attendriez à... Enfin, on pourrait naïvement penser que c'est toujours 0, 1, 2, 3 jusqu'à n. Mais il y a certains cas particuliers pour lesquels ce n'est pas le cas. Bon, donc il faut gérer ça un petit peu correctement, mais il n'y a pas de vraie difficulté. Et puis page format, bah, bien sûr, là, votre impression, vous avez les caractéristiques qui ont été positionnées via le print dialogue. Hein. Par le dialogue, vous savez, vous avez toujours la possibilité dans une impression de choisir, ouais, je veux une impression à 90%, vous pouvez agrandir, enfin retailler l'impression, vous pouvez changer les marges d'impression, vous pouvez changer l'orientation, paysage ou portrait, etc. Et puis des tas d'autres caractéristiques diverses et variées sur la finesse de l'impression, etc. Donc page format vous décrit ça. Donc on va regarder un exemple après, mais peut-être pas en détaillant intégralement l'exemple, mais voilà. Ce qui est aussi surprenant, c'est que print va être peut être appelé plusieurs fois. Donc ce que je crois la documentation Java indique, c'est peut être appelé plusieurs fois. Dans la pratique, c'est toujours appelé plusieurs fois. C'est-à-dire pour une même page, le système d'impression, en général, appelle au moins 2 fois print. Bon, la raison, c'est que, en fait, par exemple, il y a des besoins de faire ça. C'est, par exemple, pour obtenir des prévisualisations de votre fichier, ou ce genre... Enfin, pardon, des prévisualisations, oui, c'est ça. De votre impression, ou ce genre de truc. Et puis, l'autre problème, ensuite, qui est déjà un petit peu plus subtil, c'est que c'est le problème de l'impression, enfin, de la finesse de l'impression. Donc, je n'ai pas vérifié si c'était encore effectivement le cas, mais
quand j'ai rédigé ça, il y a déjà un petit moment. La résolution par défaut des impressions, c'est 72 dpi. Hein. Donc il faut peut-être parfois penser à réaliser des changements d'échelle pour obtenir des définitions. Donc on va peut-être regarder, puisqu'il y a un exemple d'impression. La difficulté en fait dans les mécanismes d'impression, c'est d'arriver à faire une uniformité en fait entre la méthode paint et la méthode print. Parce qu'essentiellement, ils font la même chose. Si vous voulez dessiner un composant à l'écran, ou le dessiner sur une feuille, vous allez dire c'est à peu près la même chose. Je vais faire la même série de draws. A priori, il n'y a pas de raison de faire des dessins différents. Mais vous pouvez. Hein, c'est pas du tout interdit. Et donc, la difficulté, c'est juste de réaliser une certaine uniformité entre la méthode print et puis la méthode paint. Donc, regardons drawing example.java. Je vais peut-être l'exécuter avant, peut-être le mieux. Ok, donc ça compile, très bien. Voyons voir ce que ça donne. Ok, je ne sais pas trop ce que ça faisait. J'imagine qu'on peut dessiner, ouais, voilà, très bien. Donc on gardera à l'occasion, enfin au passage, comment est-ce qu'on obtient ce genre de choses, justement, hein, ce que je vous racontais tout à l'heure. Comment est-ce que j'enregistre ça, puisque évidemment, si j'iconifie, il faut pouvoir garder l'image, donc il faut qu'elle réapparaisse. Enfin, il y a des problématiques de cet ordre. Voilà. Et puis, j'aimerais pouvoir imprimer ce magnifique dessin. Donc j'ai rajouté un petit menu d'impression. Je fais imprimer. Alors qu'est-ce que ça va donner? Voilà. Ça fait apparaître un dialogue qui permet de configurer le type d'impression que je veux. Donc il y a des tas d'options que je peux vouloir positionner. Donc je ne vais pas me fatiguer pour l'instant. Je ne sais plus exactement ce qu'il fait, mais j'imagine que ce dessin va se faire en une seule image. Et puis ici, ce que je vais faire, c'est que simplement... Alors, est-ce que je le vois ici? Tiens, ça c'est curieux, il ne m'a pas fait, c'est pas très grave. Mais peu importe. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais non pas l'imprimer vraiment sur une imprimante, parce que j'en ai pas à ma disposition ici. Et puis, je ne voudrais pas gâcher du papier. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement utiliser le driver d'impression qui me permet d'imprimer dans un fichier PDF. Donc, je fais save as PDF. Il va simplement me demander quel est le nom du fichier que je veux utiliser. Donc, je vais mettre ça sur le bureau. Je vais l'appeler magnifique. Voilà, c'est un PDF. Donc, on va voir ici. Sur mon bureau, je devrais voir normalement... Après quelques messages, ici vous voyez qu'ils sont apparus. Ah, donc ça j'imagine qu'en fait ce dessin va se faire sur plusieurs pages, on va voir. Donc je regarde mon PDF obtenu. Non, bah c'est sur une seule, cherchez pas, c'est pas grave. Voilà. Ok. Alors je sais pas pourquoi j'ai plusieurs pages. Pourquoi il me dit 1 sur 4? Je sais pas ce que j'ai trifouillé. Oui, je l'ai imprimé en... J'ai simplement imprimé 4 fois. Bon, c'est juste pour dire que vous contrôlez effectivement le nombre de pages. Hein, je ne l'ai pas agrandi de sorte qu'il apparaît sur 4 pages. Je l'ai simplement dupliqué 4 fois. Bon, très bien. D'accord? Alors, regardons le code. Essayons de regarder un petit peu comment tout ça est construit. Alors, voyons voir. Du point de vue de l'interface, hein, il n'y a rien de bien mystérieux. J'ai un composant, donc j'ai dû me fabriquer un composant. Où est-ce qu'il est? C'est mon panneau spécial. Peut-être je vais zoomer un peu. Tout le monde devrait voir. Alors,
Mon interface est composée, donc j'ai ma frame, peu importe. Et puis j'ai simplement ce que j'ai appelé mon panel spécial, mon panneau spécial, qui est une classe à moi et qui évidemment, on imagine, me permet de suivre le mouvement de la souris, de réaliser les dessins qui vont bien, et éventuellement d'être imprimé. J'ai aussi un menu, donc il y a un menu imprimé, enfin il y a une option dans le menu principal qui permet d'imprimer. Et puis il y a différentes actions qui sont attachées aux différents objets. Alors la première chose, c'est que pour l'impression, je l'ai obtenu assez simplement. J'ai associé un action listener sur le choix de menu que j'avais appelé imprimer. Et puis j'ai simplement fait ce qui était indiqué, c'est-à-dire d'abord j'obtiens un printer job via une factory dans la classe printer job, ça ne se crée jamais directement. J'associe un nom, peu importe, un nom pour le travail d'impression. J'indique quel est le printable, donc l'objet que je souhaite imprimer. Donc L, c'est bien mon panneau spécial. Je n'ai pas choisi un nom très intelligent, mais mon panneau spécial, c'est bien L. Hein? Donc c'est probablement un printable, enfin c'est pas probablement, c'est sûrement un printable. Une fois que j'ai fait ça, je demande l'impression de... Enfin, pardon, je demande la configuration de l'impression, donc de faire apparaître le dialogue qui me permet de paramétrer tout ça. Et puis, une fois que ça a fonctionné, eh bien, donc ça renvoie un booléen si j'ai pas fait un cancel, eh bien, une annulation, je lance le job d'impression, hein, la méthode print. Et en retour, évidemment, la méthode print de l'objet L, là, de mon panneau spécial, va être appelée jusqu'à ce que je renvoie les bonnes informations disant que tout est terminé. D'accord? Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, rien de bien... Voilà. Alors, regardons simplement l'objet spécial. Donc, comme attendu, évidemment, il implémente la méthode printable, donc il y aura bien une méthode print. Comme je vais réaliser des dessins dedans, probablement je vais aussi surcharger la méthode paintComponent. Et puis, ce composant, il permet d'obtenir un dessin qui est le suivi de la souris. Et donc, j'ai besoin de suivre la souris, donc j'ai besoin d'implémenter le Mouse Motion Listener. Et puis, rappelez-vous, j'ai déjà décrit ça, il faut faire attention parce que les déplacements de la souris, ça génère un nombre d'événements importants. Et si je regarde comment fonctionne mon application, en fait, ça ne suit la souris que si l'utilisateur a commencé par cliquer. Hein, si je bouge la souris sur mon composant, il ne se passe rien, normalement, voilà. Si je veux vraiment dessiner, bah, je fais comme d'habitude, je demande à ce qu'on appuie sur la souris, et puis ensuite on suit le mouvement plus ou moins frénétique de la souris. D'accord? Et puis quand je relâche, la souris n'est plus suivie. Il faut que j'essaie d'économiser le nombre d'événements qui vont être distribués dans mon application. Donc j'ai aussi capturé le mouse listener, c'est-à-dire je vais écouter aussi les boutons. Donc quand un bouton va être appuyé, je vais me mettre en écoute tout d'un coup des mouvements de la souris. Puis quand je vais relâcher le bouton, je vais me désabonner du système de notification des mouvements de la souris. D'accord? Donc regardons comment fonctionne ce panel spécial. Eh bien, d'abord, j'ai forcé une taille, bon, très bien, mais surtout, c'est ça qui est important, c'est quand on crée ce type de panneau, eh bien, on va faire en sorte de lui associer un listener sur justement les clics de souris. Hein? Donc attention, parce que Mouse Listener, en fait, ça vous permet de récupérer un peu plus que les clics de souris, notamment le fait que la souris sort ou rentre du composant. Bon, peu importe. Simplement, c'est l'objet lui-même qui va s'écouter. Hein. Donc là, j'ai fait... je vous avais dit qu'on distingue, en tout cas les interfaces, les classes fournies distinguent à la fois les composants, distinguent les composants de ceux qui écoutent les événements en provenance des composants, mais rien ne vous oblige, rien ne vous interdit à ce que ce soit le même objet qui s'écoute lui-même. Donc là, en l'occurrence, cet objet qui est un panneau s'écoute lui-même et donc il va implémenter les méthodes qui vont bien
pour les clics de souris. Bon, puis en plus ici, là, ça peu importe ça, c'est pas le truc le plus important, c'est que j'ai souhaité obtenir une impression avec une définition un peu correcte, parce que 72 dpi, c'est vraiment très mauvais comme impression, donc j'ai simplement utilisé une mise à l'échelle, peu importe. C'est pas le plus important ici. Alors, pour les mouvements de la souris, si je suis un mouse listener, il faut que j'implémente 4 ou 5 méthodes. Oui, 5. Donc il y a, j'appuie sur une souris, sur un bouton de souris, je relâche le bouton de souris. Il y a l'opération clic qui représente les deux. J'ai appuyé puis relâché. Et puis il y a la souris entre ou la souris sort du composant. Donc ce qui m'intéresse, c'est simplement les deux événements. Donc, je suis obligé d'implémenter ces 5 méthodes, je n'ai pas le choix. C'est une interface, donc si j'implémente cette interface, ça fait partie du contrat. Je dois implémenter les 5 méthodes. S'il y en a qui ne m'intéressent pas, bah, je mets simplement un code vide. Donc je me fiche de ces 3 méthodes-là. Donc j'ai simplement implémenté un code vide. C'est comme ça. Et ce qui m'intéresse, c'est simplement le fait que j'appuie sur la souris ou que je relâche la souris. Si j'appuie sur un bouton de la souris, si je relâche un bouton de la souris. Si j'appuie sur un bouton de la souris, eh bien, je vais me mettre en mode, je vais commencer à suivre la souris, donc les mouvements de la souris, et puis je vais dessiner. Hein. Donc, ce qui se passe ici, c'est que vous voyez, quand j'appuie sur un bouton de souris, eh bien, je me mets à écouter aussi les mouvements de la souris. Et puis, bien sûr, je fais l'opération inverse, c'est-à-dire quand je relâche le bouton de la souris, on se met à ne plus écouter les mouvements de la souris. Ce qui fait que dans mon application, ça je devrais le voir, je ne sais pas si elle tourne encore, non. Mais dans les messages, si je regarde bien, quand j'appuie, on se met dans le mode on détecte les mouvements. Si je relâche, hop, on ne détecte plus les mouvements. Hein. Donc entre ces deux instants, on s'est mis à écouter les mouvements de la souris. Hein. Donc si je vais faire un truc plus élémentaire, un peu plus compliqué, je détecte les mouvements, je bouge un peu, il y a des mouvements, j'arrête. Voilà. Hein, une fois que j'ai relâché la souris, évidemment, je n'écoute plus les mouvements de la souris. Hein, vous voyez que pour ce minuscule trait ridicule là, à peine visible, probablement pour vous, il y a déjà 7 mouvements qui sont apparus. Hein. Donc c'est extrêmement consommateur, il vaut mieux ne l'écouter que quand c'est utile. À vos souhaits. Alors maintenant, regardons simplement comment les dessins sont obtenus, mais là, il n'y a rien de bien mystérieux. Donc la seule chose que j'ai faite, c'est que au moment où j'ai cliqué, donc j'ai appuyé sur un bouton de souris, ma souris était à une certaine position dans le composant, donc j'ai simplement stocké dans 2 variables les coordonnées courantes de la souris, de l'endroit où j'ai cliqué. Je ne l'ai pas affiché ici, mais j'aurais pu le faire. Hein, si je fais plus OX plus OY, on va regarder, mais on va bien voir les coordonnées de la souris au moment où je clique. Donc je stocke cette information parce que ça va m'être utile, puisque c'est bien sûr le premier point, disons, de la courbe que je vais tenter de dessiner. Même si en fait je ne dessine pas une courbe, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc quand j'appuie, voilà, en fait je suis en coordonnées 303, 145 comme vous le voyez. Si je clique par là, je devrais être pas loin de 0,0. Hein, je suis en 9 et 7. Et puis là, je suis pas loin de 500 par 500, puisque mon système de coordonnées est... D'accord. Donc je récupère la coordonnée de la souris à l'instant où je clique. Donc une fois que j'ai activé le suivi de la souris via le Mouse Motion Listener, eh bien, puisque j'ai implémenté aussi cette interface, il y a 2 méthodes que je dois implémenter, qui sont Mouse Dragged et puis Mouse Moved. Et donc évidemment, la seule qui m'intéresse, c'est Mouse Drag, puisque ce que je veux, c'est suivre la souris alors qu'un bouton est appuyé. Hein, donc le Mouse Move, c'est simplement le suivi de souris, même s'il n'y a pas de bouton. Hein. Or moi, justement, j'ai utilisé le mode où je souhaite absolument capturer les mouvements avec un bouton appuyé. Donc qu'est-ce que je fais ici? Bah, simplement, vous voyez, j'affiche le fait qu'il y a un mouvement, en plus je les compte comme ça pour voir. Et puis je capture évidemment à chaque fois que la souris s'est déplacée, je capture sa coordonnée. Et puis qu'est-ce que je fais? Eh bien je dessine un trait. Donc en fait, bien que vous ayez un peu l'illusion qu'il s'agisse d'une courbe un peu lisse, en fait pas du tout. Ce que vous voyez apparaître à l'écran, c'est simplement une ligne brisée.
Mais le problème, c'est que les mouvements, enfin la finesse de détection des mouvements est telle que, évidemment, ça vous donne l'illusion d'avoir une ligne un peu lisse, mais ce n'est pas le cas. Alors là, c'est pas forcément facile à illustrer avec un trackpad, mais si j'avais une souris et que je m'énervais avec la souris, on verrait tout de suite que c'est bien des lignes brisées qu'on obtient. Bon, peu importe. Donc en fait, ce que je fais, simplement, je récupère la coordonnée courante de la souris, et puis je dessine une ligne entre la précédente coordonnée et puis celle-ci. Voilà. Puis maintenant, je décide que l'ancienne coordonnée, c'est la nouvelle, donc voilà, et puis je fais ça. Et à chaque fois que j'ai fait ça, j'appelle repaint. D'accord? Donc il faut se méfier parce qu'évidemment, le nombre de repaint, le nombre de paint peut être largement inférieur à mouse drag. Donc si vraiment vous faites si vous générez de façon frénétique un nombre important de déplacements de la souris, bien sûr, certains mouvements peuvent ne pas apparaître. Bon, c'est comme ça. Alors, donc ça c'est première chose, c'est simplement la détection des mouvements, le fait que je vais dessiner, et si vous remarquez bien, je n'ai pas dessiné dans la méthode Paint. Donc la question c'est, tiens, mais dans quoi est-ce qu'on a dessiné là? J'ai dessiné dans un machin qui s'appelle GI. Alors en fait, ce que j'ai utilisé, c'est que j'ai dessiné non pas directement sur l'écran, mais j'ai utilisé la technique que je vous disais tout à l'heure, que je vous suggérais tout à l'heure. Je vais dessiner dans une image. Donc ce que j'ai, c'est difficile à représenter bien sûr, mais j'ai en fait deux objets. Je vais avoir d'un côté mon composant, donc là qui est mon JPanel, en l'occurrence, enfin mon JPanel un peu spécial. Et puis j'ai à côté, dans mon application, un objet image. D'accord? Et quand je dessine là-dedans. Donc quand je dessine, c'est dans cet objet que je vais réaliser les dessins. Et puis, c'est la méthode Paint qui fait apparaître ce dessin-là. Donc je vais essayer de dessiner tranquillement hors ligne, et puis quand le système souhaite connaître le dessin du composant, ce que je vais faire, c'est, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, je vais faire un draw image de ce machin-là là-dedans. Donc dans le Paint qui est ici, en gros, dans le Paint du JPanel, eh bien je fais un draw image. Je vais dessiner cette image-là dans mon composant. Et c'est bien ce qu'on voit ici, c'est-à-dire que je dessine ici, je fais un draw image d'une certaine image dans mon composant. Alors bien sûr, je me suis débrouillé pour que cette image ait la bonne taille. C'est-à-dire que si le composant est de taille 500 par 500, eh bien mon image aura la taille 500 par 500. Et puis j'ai utilisé une petite technique, c'est qu'évidemment, quand est-ce que je crée mon image, alors c'est pas toujours facile, mais je la crée donc dans mon Paint Component, en fait, justement, je la crée si elle n'existe pas, donc je la crée une fois. Alors, on ne le voit pas forcément ici, mais peut-être que dans les événements, alors, je vais lancer l'application, et puis on devrait voir le message apparaître. Vous voyez qu'à peu près en même temps que le système a affiché le composant, donc qui est initialement blanc, en fait, ou vide, si vous voulez, eh bien, il y a eu le message création de l'image initiale. Donc, j'en ai profité, en fait, au premier, si vous voulez, ce que j'ai fait, c'est qu'au premier appel à Paint Component, qu'est-ce que j'ai fait? Je me dis, tiens, je vais créer une image, puisque le composant est affiché, il est visible, je vais avoir besoin d'une image dans laquelle je vais dessiner, je vais avoir besoin de ce machin-là. Donc c'est ce que propose le code. Ici, le code, si l'image n'existe pas, l'image offline, off-screen, si vous voulez, eh bien, je la crée. Alors, j'ai récupéré une image de la bonne dimension, peu importe, j'ai fait toutes les opérations qui allaient bien, et en plus, voilà, je l'ai dessiné avec la couleur du fond, je l'ai rempli, enfin voilà, je l'ai bien nettoyé comme il fallait. D'accord? Donc évidemment, il y a un petit test ici qui ampute légèrement le code de Paint Component, mais c'est juste un test, donc ça ne coûte pas cher. Essentiellement, la plupart du temps, pour les autres appels à Paint, évidemment, ce test est faux puisqu'on a créé l'image, et donc la méthode Paint Component de mon composant se contente simplement de faire cette copie-là, la copie de cette image-là, dans le composant lui-même.
Et les dessins, donc toute la mécanique des mouse moved, mouse pressed, etc., je sais pas quoi, tout se produit là-dedans. Donc ça a un effet non visible directement. D'accord? Alors, maintenant, comment fonctionne Print? Bah, j'ai pas fait grand-chose ici, mais voilà. Alors, je vous ai dit, j'ai fait semblant de faire croire qu'il y avait 4 pages. Donc en fait, j'ai décidé que quand on me demandait une page de numéro plus grand strictement que 3, eh bien, je disais il n'y en a plus. Sinon, tant que c'est un nombre qui est plus petit, eh bien, je vais renvoyer que la page existe. Et à chaque fois, qu'est-ce que je fais? Peu importe, mais j'ai fait la mécanique allait bien pour translater l'image comme indiqué. Et surtout, vous voyez, j'ai simplement fait un draw image dans le graphics qui m'a été transmis pour le print. Donc si c'était dans un fichier PDF, tout ça s'est transformé en instruction PDF. Si c'était un driver PostScript, ça aurait fait la même opération, mais en PostScript ou en je ne sais quoi, et voilà. D'accord? Bon, si j'avais voulu faire en sorte que cette image-là soit représentée sur 4 pages, alors j'aurais dû diviser mon image logiquement, et puis quand on me demande la 0, j'aurais mis la partie en haut à gauche, puis la page 1, peut-être la partie en haut à droite, enfin, il aurait fallu que je fasse un découpage intelligent de l'image. Je vous laisse imaginer le type d'opération qu'il est nécessaire de faire pour faire ça. D'accord pour l'impression? Donc c'est important d'y songer aussi, hein, puisque vous avez des applications qui font des dessins à l'écran, on peut avoir besoin de les conserver, enfin de les imprimer, voilà. Bon, il y a d'autres problématiques aussi, hein, c'est que pour ceux qui font du graphisme un peu évolué, il y a les problèmes d'espace de couleurs et de rendu de couleurs qui sont très différents selon les périphériques. Vous obtenez des rendus très différents pour une même couleur, si c'est sur une feuille de papier, si c'est sur un vidéoprojecteur, si c'est sur un écran. Si vous avez eu l'occasion de tester, vous savez bien qu'il y a toujours des surprises. Donc normalement, il faut aussi opérer des corrections, des corrections colorimétriques. Bon, je passe ces détails parce que là c'est aussi en dehors de ça, mais si vous songez à réaliser une application un poil professionnel, ce sont des questions importantes à traiter. Alors il y a une autre question aussi qui peut... Enfin, un autre petit problème auquel vous pouvez être confronté, c'est les histoires de Java Archive, d'archives Java. Donc beaucoup d'applications Java ne vous sont pas livrées simplement sous la forme de point classe. On ne vous fournit pas les 300 fichiers point classe que constitue l'application. Hein, c'est rarement comme ça qu'on fait. Bon, peut-être dans une phase de prototype, les développeurs s'échangent de ce genre de choses, mais ce n'est pas forcément une bonne idée. Il y a un format particulier d'archives Java qui permet justement de distribuer un ensemble par exemple, de classes Java, sachant que l'ensemble de ces classes, on aurait envie qu'elles forment justement une bibliothèque ou une application entière. Et donc, le problème qui va se produire, eh bien, c'est que vous pouvez avoir besoin d'aller chercher des choses qui sont à l'intérieur de cette archive. Alors par exemple, imaginez simplement, hein, la première fois que ça va vous arriver, c'est très simple, c'est justement quand vous allez manipuler des images ou des icônes. C'est un truc élémentaire. Je vous ai déjà donné un exemple où j'ai un code qui charge une icône ou une image pour la placer dans un bouton, un label ou je sais pas quoi, ou même un panel. Donc bien sûr, j'ai fait un image IO avec le nom du fichier. Hein. J'ai mis un répertoire, donc je ne sais pas quel était l'exemple, mais on peut juste... je ne sais pas si c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, mais il y avait un exemple qui faisait ça, hein, probablement. Donc je vous suggère de revoir ça, donc probablement dans un image IO exemple. Hein. Non, là j'avais utilisé via une URL, mais bon. Vous voyez le truc, hein. Vous avez votre ensemble de fichiers et répertoires.
Donc vous avez rangé les choses dans des répertoires, il y a les packages, machin, mais il y a aussi l'ensemble des fichiers images. Très bien. Alors vous mettez le nom du répertoire, enfin, ou des sous-répertoires éventuels, et puis le nom de l'image comme nom du fichier. Si vous livrez dans une archive Java, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça parce que vous n'avez pas forcément, vous ne maîtrisez pas forcément la structure de l'archive Java, etc. Et comment faire en sorte justement que vous vouliez accéder à quelque chose qui est à l'intérieur de l'archive et non pas dans le système de fichiers. L'archive, bien sûr, à l'intérieur, vous allez avoir une structure en répertoire, sous-répertoire, etc. Mais vous ne voulez pas... Enfin, ce que vous voudriez, c'est que quand vous dites « je cherche l'image du répertoire, enfin l'image i1.png du répertoire rep », il est hors de question d'indiquer ça sous la forme rep/i1.png. Si vous faites ça, vous allez accéder à un fichier sur votre système de fichiers, pas dans l'archive. Donc comment est-ce qu'on gère cette question-là? Alors d'abord, peut-être comment est-ce qu'on encapsule une application dans une archive? Eh bien, vous avez une commande jar, donc qui fonctionne à peu de choses près comme une commande zip ou tar, hein, ce genre d'outil qui permet d'archiver et compresser éventuellement les choses qui sont placées à l'intérieur. Alors la commande de base, hein, c'est jar, donc qui est un outil fourni évidemment avec votre environnement Java. On fournit Java, Java, JDB, ce genre de trucs. Bah, il y a aussi jar, qui permet de lire ou d'écrire des archives. Alors C, c'est pour créer votre archive, F, c'est pour la nommer, et puis M, c'est pour utiliser un fichier manifeste. Alors ça, c'est important parce que le fichier manifeste, c'est un fichier qui vous permet de décrire ce qu'il y a à l'intérieur de votre archive Java. Le problème... le premier problème qu'on résout avec les manifestes, ok, vous avez un ensemble de classes dans ce fichier jar. Le problème, c'est quel est le fichier .class qui constitue le point d'entrée de votre programme. Donc pour faire simple, quel est le fichier .class qui contient la méthode main statique, void, public, blablabla. Vous allez me dire, bon, en fait, il n'y en a qu'un, pourquoi il ne va pas le chercher? Ben non, vous pouvez mettre des mains dans toutes les classes si vous voulez, il n'y a aucune importance, il peut y avoir plusieurs points d'entrée à votre programme, mais pour votre application, il va bien falloir spécifier quel est le point d'entrée que vous voulez. Et donc, essentiellement, dans le fichier manifeste, c'est ça que vous allez décrire. Donc, je vais avoir un exemple quelque part, on va en regarder un. Et puis, bien sûr, vous mettez, donc ça, c'est le nom de l'archive, donc en général, c'est .jar, et puis là, vous avez votre manifeste. Et puis là, vous avez la liste des fichiers que vous voulez mettre dedans. Alors, si vous mettez des répertoires, tout ça, ça va marcher. Alors maintenant, si vous voulez récupérer quelque chose qui est à l'intérieur de l'archive, eh bien, vous allez utiliser une méthode qui s'appelle getResource. C'est aussi simple que ça. Alors, je dois avoir un exemple qui traîne. Je ne l'ai pas nommé, donc il faut que je le retrouve. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un sous-répertoire essai. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je ne sais pas trop, il y a peut-être des trucs inutiles. On va exécuter le code ici directement. Donc vous voyez, hein, j'ai des codes sources. Il y a des fichiers .class, parce que j'ai compilé bêtement, là-dedans. Et puis, il y a un répertoire images. Vous voyez, avec des images. Très bien. Alors, je ne sais pas quel est le code source qui va bien, puisque j'ai deux entrées. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oui, bah très bien. C'est test. Alors je vais... oui, il a été compilé, mais... Il va supprimer les fichiers .class. On va recompiler tout ça. On va l'exécuter. Ça fait pas grand-chose d'intéressant. Si ce n'est qu'afficher une image. OK ? Très bien. Alors, évidemment, pour faire ça, c'est pas extrêmement compliqué. Hein. Vous imaginez, enfin, on peut imaginer naïvement que j'ai utilisé ImageIO read et puis que j'ai précisé le nom du répertoire et du machin. Si je fais ça, bien sûr, je vais obtenir ce résultat-là. Le problème, c'est que si je place ce code dans un fichier .jar, ça ne marchera pas. Parce que dès que vous allez tenter de lire image d'hydro.jpg, il va chercher sur votre fichier, sur votre système de fichiers local. Or, c'est pas ça.
Ce que je veux, c'est que quand je livre l'application, je fournis les points classe et les images encapsulées dans le fichier .jar. Donc le code, hein, le code que j'ai, on peut regarder test. Pardon. Hein, vous voyez que ce que j'ai fait, donc bien sûr j'ai fait un image IO read pour lire, mais ce que j'ai utilisé ici, c'est pas directement le nom du fichier, c'est une URL que j'ai obtenue en demandant au système de localiser la ressource. Hein, je lui ai dit, bah écoute, va me chercher image d'hydro.jpg. Alors évidemment, si je suis dans un environnement très ordinaire comme celui dans lequel je suis ici, il s'aperçoit que je suis en train de fonctionner avec des classes, enfin pardon, des classes qui ont été chargées depuis des fichiers de mon système, de fichiers, et donc bah, c'est pareil, quand je lui demande de localiser un fichier, il va aller, enfin disons une ressource, eh bien il va me la localiser sur le système de fichiers lui-même. Si ça se produit dans un .jar, si j'avais tout placé dans un .jar, alors il irait chercher ce fichier non pas sur mon système de fichiers, mais dans le .jar lui-même. Donc, d'ailleurs, on peut peut-être l'observer ici. Peut-être que je vais transformer légèrement cette application de la manière suivante. Je vais afficher, peut-être vous allez le voir. Je vais afficher l'URL pour qu'on voit un peu de quoi il s'agit. Donc, si je fais ça de façon tout à fait ordinaire, l'URL, hein, vous voyez qu'il a fait une résolution de l'URL que j'avais souhaité, je sais pas quoi, image d'hydro.jpg. Vous voyez qu'il s'est aperçu que c'était dans tel répertoire, machin, donc il a transformé ça, et j'ai bien une URL qui est de type file dans le bon répertoire. D'accord? Alors maintenant, il faut que j'arrive à encapsuler tout ça. Donc je fabrique un fichier .jar. Alors, il ne faut pas que je me trompe. Ah oui, alors avant de fabriquer le fichier .jar, bien sûr, comme je vous l'ai dit, puisque je dois livrer ce code qui va contenir des tas de choses, éventuellement plusieurs classes, hein, notamment il y a la classe test, il y a la classe visiblement myPanel, je sais pas quoi. Il faudrait que je livre aussi le répertoire image avec son contenu, blablabla. Eh bien, il faut que je décrive ça. Il faut au moins que je lui dise, bah, le point d'entrée, en fait, c'est le fichier, enfin, ce sera dans test.class. Donc, regardons le manifeste. Voilà, hein, le manifeste, il est réduit ici à quelque chose de très élémentaire. Si vous voulez savoir ce qu'on peut faire de plus avec les manifestes, je vous encourage à regarder la documentation des manifestes, mais je n'ai pas besoin de plus ici. Bah, vous voyez que j'ai une spécification spéciale qui dit, bah, justement, quand j'aurai mis ça dans un jar, il aura interprété enfin, il y aura le manifeste qui aura été placé dans le jar, et donc, quand vous allez tenter de lancer l'application via le jar directement, eh bien, il va chercher à extraire un manifeste, et dans le manifeste, on lui dit, ah, bah, en fait, la classe principale, c'est test. Donc, il va chercher la classe test dans le jar, il va tenter de lancer la méthode main de la classe test, et puis, voilà. Hein. Si tout est bien encapsulé, j'aurai tout dedans. Alors, je vais fabriquer mon jar. Je sais pas quoi, je vais l'appeler mon appli .jar. Et puis, alors il faut que je mette le manifeste. Et puis, bah, je vais mettre point. Normalement, il devrait faire ça récursivement. Peut-être faire un coup de V. Voilà. Bon, j'ai été un peu violent, j'ai mis bien trop de choses. J'aurais dû me contenter de mettre simplement les points classe et puis mes images. Mais peu importe. Hein. Comme j'ai fait les choses un peu violemment. C'est pas facile ici, mais voilà. Ce que j'ai dans mon jar maintenant, donc j'ai fabriqué un jar qui s'appelle mon appli.jar dans lequel il y a tout. Et maintenant, si je veux vous livrer cette application, c'est mon appli.jar. Et vous avez tout dedans. Alors, je l'ai placé ailleurs. Donc, je vais même carrément la déplacer. Normalement, j'ai bien fait les choses. Donc, je vais carrément imaginer. Hein, vous voyez, je me suis mis carrément dans un autre répertoire. Voilà. Je suppose que j'ai récupéré ça sur Internet. C'est mon appli.jar. Bon, ça fait 80K, mais il y a tout dedans. Donc, je peux regarder ce qu'il y a dedans éventuellement. Hein. Jar TVF. Si je ne m'abuse, ça doit marcher, voilà. Voilà ce que j'ai à l'intérieur.
D'accord? Donc il y a tous les fichiers que j'ai placés. Bon, peu importe, il y en a en trop. Hein. Il aurait suffi, en fait, normalement, que je place test.class. MyPanel, ça doit suffire. Enfin, image d'hydro.jpg, ça aurait suffi. Voilà. Bon. Comme je vous l'ai dit, j'ai été un peu brutal sur le coup. Normalement, ça, c'est donc self-content. C'est-à-dire ça contient tout. Tout ce qu'il faut pour exécuter mon application. Alors, pour l'exécuter, bien sûr, vous voyez, j'ai plus un point classe, donc je ne peux plus faire une commande Java simple. Je ne peux pas faire Java test, ça ne veut rien dire. Si je fais Java test, si j'essaie de faire ça, le système Java me dit, mais vous êtes gentil, mais j'ai pas de fichier test.class. Hein. Il me le dit, j'arrive pas à trouver la classe test. Donc comment est-ce qu'on lance une application qui se trouve dans un jar? Bah, normalement, il suffit de lancer Java avec l'option jar. Si je ne m'abuse, je ne fais pas ça tous les jours, mais ça doit suffire. Et donc ça aura pour effet de regarder dans le point jar, de chercher le fichier manifeste, de trouver que c'est main.class test. Ah, donc il va chercher des test.class dans le jar, parce qu'une fois qu'il s'est mis dans le jar, il va essayer de tout charger dans le jar, de charger toutes les classes qui vont bien, exécuter tout ça. Et puis évidemment, quand dans le code, il y aura un get ressource de machin truc, hein, et ben vous voyez que ce qu'il a fait, c'est qu'il a été chercher l'image dans le jar. Vous voyez que cette fois, si j'affiche l'URL du fichier qui a été chargé, c'est une URL un peu bizarre, hein, mais cherchez pas. Comme en tout cas c'est indiqué, vous voyez bien que ce fichier a été localisé non pas dans mon système de fichiers local, mais ça a été cherché directement dans le jar. Donc je peux livrer mon code comme ça. Donc faites attention maintenant quand vous localisez vos ressources, enfin quand vous essayez d'adjoindre des ressources, donc des choses qui ne sont pas du code, à une application et que bien sûr vous la livrez avec jar, il faut utiliser un mécanisme de localisation ou de nommage des objets relatifs justement au système de fichiers que vous utilisez. Le système natif ou le jar, par exemple. Vous pourrez remplacer le format jar par un format zip. Hein. Java fait ça très très bien, il supporte les deux, c'est pareil. C'est quasiment le même format. Alors, normalement, j'ai terminé la partie impression. Il y avait beaucoup de choses hein, sur l'impression. Ça fait un moment que je traîne sur les dessins. Hein. Il y avait beaucoup de choses à expliquer.